Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour un tour d'horizon de l'actualité de ce lundi 4 novembre. Au sommaire, le lancement d'une grande campagne de dépistage du cancer du poumon à Monaco. Cela s'inscrit dans le cadre du mois sans tabac. Nous serons avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Pourquoi dit-on de l'or qu'il s'agit d'une valeur refuge? Il faut dire qu'il rassure les épargnants en période de crise. Faut-il investir? Réponse dans ce journal. Tous les résultats sportifs du week-end également. Et puis la chronique Ceux qui font Monaco nous conduira aujourd'hui à l'auto-école Georges. Nous débutons avec ces images presque estivales et pourtant c'est sous un beau soleil que les carabiniers du Prince sont passés aujourd'hui à l'heure d'hiver. Ils ont revêtu leurs tenues hivernales. Chaque année, ce changement intervient de plus en plus tard dans la saison. Il fluctue en fonction des conditions météorologiques. Les carabiniers étaient jusqu'alors vêtus de blanc et comme vous le voyez, place à la traditionnelle veste noire et au pantalon bleu orné d'un galon rouge, une tenue qui remonte à 1903. Ce n'est qu'à la fin du mois de mai, un peu avant le Grand Prix de Formule 1, que les carabiniers revêtiront leur tenue estivale. Le mois de novembre coïncide avec la campagne du mois sans tabac. En principauté, un accompagnement est proposé pour inciter à arrêter de fumer et entourer ceux qui se lancent sur ce chemin parfois difficile. Et cette année, Monaco a saisi également l'occasion de ce mois sans tabac pour lancer une grande campagne de dépistage du cancer du poumon. Pour nous en dévoiler les modalités, le ministre des Affaires sociales et de la Santé est notre invité. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir Patricia. Le mois dernier était dédié à la lutte contre le cancer du sein. En novembre, place à Movember autour de la santé masculine, mais aussi donc, je le disais, la lutte contre le tabac. Toutes ces campagnes de sensibilisation, elles représentent la clé de voûte en matière de santé publique. Elles sont essentielles. Oui Patricia, je crois vraiment que c'est un outil essentiel dans les politiques de santé publique. Un certain nombre de pathologies sont responsables malheureusement de victimes extrêmement nombreuses dans des champs de la santé très différents. Il est important pour le gouvernement de mettre en place des politiques de prévention, des politiques de sensibilisation pour limiter le risque santé de la population, prendre soin de nos résidents, de nos salariés. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons ces campagnes de dépistage, et notamment à l'occasion du mois sans tabac, la campagne de dépistage du cancer du poumon. Voilà, alors donc c'est une grande nouveauté. Monaco, pays modèle, c'est une première. Cette campagne de dépistage du cancer du poumon, en quoi va-t-elle consister ? C'est un sujet important parce que le cancer du poumon est un des cancers malheureusement au pronostic le plus effroyable. On sait que la survie à 5 ans est de l'ordre de 20%. Il est important de dépister très précocement le cancer du poumon. Elle s'adressera à des populations âgées d'au moins 50 ans, ayant eu une exposition tabagique importante. Même lorsqu'elles auront sevré leur exposition tabagique, on sait que le risque dure pendant une dizaine d'années, donc ces personnes seront secondairement éligibles au dépistage. C'est très important. Nous allons réaliser un scanner thoracique chez les personnes qui seront éligibles à cette campagne de dépistage afin de mettre en évidence de petites lésions qui sont accessibles à un traitement notamment chirurgical et qui permettent d'espérer une guérison complète. Oui, donc c'est-à-dire que pris à temps, un cancer du poumon aujourd'hui peut être guéri ? Un cancer du poumon pris à temps, en fonction de sa nature évidemment, peut être totalement guéri lorsque l'on intervient à un stade infraclinique, c'est-à-dire avant que des symptômes liés à cette maladie apparaissent. Quelles sont les personnes qui seront concernées par cette campagne de dépistage? Vous tablez sur combien de personnes? Alors, c'est quelques centaines de personnes, vraisemblablement, qui seront éligibles au dépistage. Beaucoup plus de personnes seront bien évidemment contactées, puisque les personnes de plus de 50 ans seront sollicitées, comme le sont les femmes de plus de 50 ans pour le cancer du sein. Il faudra remplir les critères non seulement d'âge, mais d'exposition au tabac, c'est-à-dire une consommation d'un paquet par jour pendant 15 à 20 ans. À ce moment-là, on pourra proposer à ces personnes, si elles le souhaitent,
la réalisation de ce scanner, qui est un scanner qui expose à un faible rayonnement et qui permettra de mettre en évidence des lésions de moins de 1 cm, donc un stade très précoce de la maladie. Christophe Robineau, lorsque l'on parle du cancer du poumon ou du mois sans tabac, on pense bien évidemment à la cigarette. Mais il y a aujourd'hui de nouvelles sources de préoccupation. C'est l'usage notamment de la puff. Le gouvernement s'est saisi à bras-le-corps de cette problématique et un projet de loi est en cours. Alors un projet de loi a été déposé, pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité, et vous avez pu assister au débat avec le Conseil national qui ont eux-mêmes déposé une proposition de loi espérant faire accélérer la dynamique. Il faut savoir que rien n'est plus rapide qu'un projet de loi, puisque c'est un texte qui, une fois qu'il est voté, rentre en application, alors que la proposition de loi doit passer par tout le processus législatif constitutionnel, et on sait très bien que celui-ci peut aller jusqu'à 18 mois. Donc j'avais annoncé un projet de loi pour interdire la puff, pour élargir également les dispositions concernant l'usage du tabac en principauté, ainsi que les produits à base de tabac contenant la nicotine ou les produits connexes. C'est ce que nous avons fait. J'imagine que mes préoccupations rejoignant celles du Conseil national, très rapidement ce projet de loi pourra être voté et mis en application. Oui, donc la position c'est l'interdiction, c'est très clair. Il y a la puff et il y a la push aussi. Alors ce sont des petits sachets de nicotine dont on parle de plus en plus. Là aussi, vous prenez l'interdiction ? Je crois que dans tous les cas, si la France va dans ce sens, nous ne pourrons pas faire à moins, mais d'ores et déjà, les dispositions que nous avons en principauté permettent de limiter l'accès, notamment à mineurs, à ces nouveaux dispositifs. Il faut savoir que la push, c'est un dispositif que l'on place dans la bouche, sous la langue, qui contient la nicotine, qui contient des parfums qui sont intéressants pour les jeunes. La nicotine contenue dans ces petits sachets ou ces dispositifs diffuse directement dans le sang au travers de la muqueuse sous-linguale et peut être à l'origine d'accidents, puisque le contenu en nicotine de ces sachets est parfois très élevé, bien plus élevé qu'une simple cigarette. Et donc pour des non-fumeurs et notamment pour des jeunes, ça va non seulement avoir des effets immédiats sous la forme de problèmes de santé, de malaise, de différents symptômes, mais ça va en plus entraîner une dépendance à la nicotine qui, à terme, conduira éventuellement les jeunes à se tourner vers la cigarette. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement bannir des bureaux de tabac et qui devrait être interdit également en principauté. Merci Christophe Robineau d'avoir été notre invité aujourd'hui pour évoquer ce mois sans tabac et puis le lancement donc de cette grande campagne de dépistage du cancer du poumon. Merci Patricia. Cela dépend également du portefeuille de Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé, une initiative qui a été plébiscitée tant par les employeurs que par les chercheurs d'emploi. Le Forum Monaco pour l'emploi reviendra pour la 3e fois au mois de février prochain, le 24 très précisément, pour une journée de rencontre au Grimaldi Forum de 9h à 18h. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Attention, les places sont limitées. Pour cela, vous pouvez contacter l'agence Lena Group ou adresser un mail aux 2 adresses qui s'affichent. L'agence Godot et Fils est installée à Monaco depuis peu. C'est l'expertise française du négoce des métaux précieux et de la numismatique. Nous sommes allés les rencontrer boulevard des Moulins. À l'heure où l'on parle beaucoup de l'or comme valeur refuge, ils nous ont expliqué quel est leur rôle, qui peut être client. C'est un reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Si vous songez à investir dans l'or, c'est le moment. Son cours est en hausse en raison du contexte géopolitique actuel. Pour ce faire, rien de plus simple que de consulter un œil expert. Vous pouvez venir nous voir pour acheter des pièces anciennes ou des pièces modernes qui ont été nouvellement frappées. Mais vous pouvez aussi venir acheter des lingotins et des lingots d'or de 1 gramme jusqu'à 100 grammes, 1 kg. Et 12,5 kg. Il y a des pièces qui sont des pièces très connues, le 20 francs Napoléon, qui est la pièce de collection par excellence
sur le marché européen, mais aussi on a aussi des pièces qui sont étrangères, comme le 50 pesos mexicain ou le 20 $ américain, qui sont des pièces très liquides et que vous pouvez revendre partout dans le monde. Mais alors pour quelles raisons investir dans ce métal jaune ? L'or, c'est un métal précieux qui permet de diversifier son patrimoine par rapport à plusieurs risques, le risque bancaire, le risque systémique et les risques globaux on peut dire que ça peut être les guerres, un contexte économique un peu difficile, un peu incertain, et les gens viennent diversifier leur épargne en achetant de l'or et en luttant aussi contre l'inflation et contre les différences de taux de change ou de perte de valeur des devises en fait. La principauté possède un marché en or assez conséquent et la clientèle est attirée par la sécurité de la transaction. C'est une clientèle historique, des personnes aussi qui sont d'un certain âge et qui ont des bijoux, des gens qui ont hérité de bijoux, qui sont au fond des tiroirs. C'est de l'argent qui dort et les gens viennent nous les vendre. Pensez donc à fouiller vos tiroirs, un trésor n'est jamais bien loin. Cet après-midi, la société d'exploitation des ports a inauguré en présence du prince Albert II son projet de collaboration artistique, invitant l'artiste Mr. Wanties à transformer 5 bollards du quai des États-Unis en véritables œuvres d'art. Les explications de Juliette Rappert sur des images de Camille Caloni. D'habitude noir et discret, presque invisible aux yeux des passants, 5 bollards du port Hercule se transforment aujourd'hui en véritables œuvres d'art. Une collaboration unique entre la société d'exploitation des ports de Monaco et l'artiste Mr. Wanties. Dévoilées par le prince Albert II en présence de différents membres du gouvernement, ces créations illustrent la rencontre entre l'art urbain et le patrimoine portuaire monégasque. Tout d'abord, on voulait essayer d'avoir plus de fusion entre les ports et l'art et la culture. Et c'était l'idée de notre directrice d'exploitation, Virginie Fabron, qui connaissait déjà l'œuvre de l'artiste, Mr. Wanties. Donc on pensait que c'était quelque chose de très approprié avec le port pour marier l'esprit de la mer et l'art et la culture. L'idée c'était d'en réaliser 5 et de rendre visible quelque chose qui ne l'est pour personne. Donc d'essayer de rendre beau et attractif quelque chose qui d'habitude laisse les gens indifférents. Et c'était assez intéressant pour moi justement de jouer sur le principe du razzle dazzle qui était la manière dont on peignait les navires de guerre au siècle dernier. Une technique de camouflage utilisée pour protéger les navires et gêner l'ennemi dans l'identification du bâtiment et l'estimation de sa vitesse et de son cap par effet d'optique. Du coup, le principe du razzle dazzle, normalement, c'était des camouflages noirs et blancs. Étant donné que les bollards étaient déjà noirs, on a décidé de passer dans un négatif, donc de les apprêter d'abord en blanc et ensuite donc de les habiller entièrement de scotch et de les déshabiller au scalpel afin de découper des formes qui représentent mon razzle dazzle, dirons-nous, et à chaque fois d'utiliser des couleurs assez flash et acidulées pour être des accroche-regards. Une réinterprétation de cette esthétique historique pour transformer cet outillage portuaire en œuvre d'art. L'exposition sur la libération de Monaco se poursuit dans le hall du ministère d'État. Ne manquez pas de vous y rendre. Les temps forts de cette époque marquante de l'histoire y sont à découvrir avec une très riche documentation, comme le révèle ce reportage d'Émilie Flamin. Documents inédits, photographies, procès-verbaux, correspondances, autant d'archives qui retracent la vie de Monaco du 3 au 28 décembre 1944. Parmi elles, 2 témoignages clés. Nous avons eu comme fil directeur, comme récit, parce que c'est toujours précieux d'avoir un témoignage, 2 récits qui sont ceux du docteur Drouard, Jean Drouard, donc docteur à l'hôpital de Monaco, donc témoin je dirais de première main, puisqu'il a soigné des blessés, et de Jean de Flacieux, donc étudiant donc, en classe préparatoire, et qui également, dans son journal, donne un récit de ces événements qui nous a permis de reconstituer le fil de ces journées particulières, qui sont celles du mois de septembre. Une exposition qui a demandé un gros travail de documentation, mais aussi de synthèse pour les historiens. Il y a évidemment dans cette exposition des documents d'archives bruts qui permettent aux visiteurs d'avoir une lecture directe et sa propre interprétation. On a essayé aussi parfois de
le guider dans sa compréhension du Monaco de l'époque et notamment en cartographiant l'histoire. Évidemment, l'histoire est liée à la géographie et on comprend mieux ce qui s'est passé quand on voit les lieux. Et donc nous avons voulu notamment, après cette journée du 3 septembre, il y a une sorte de positionnement des différents groupes de la résistance dans différents hôtels qui avaient été réquisitionnés et qui deviennent donc le siège de différentes factions, de différentes tendances de la résistance. Une exposition créée pour les 80 ans de la libération de Monaco, avec pour ambition la mémoire. C'est un devoir, un travail de mémoire, un travail d'histoire. Voilà, le tout est complémentaire. Bien évidemment, le passé est le passé, mais le passé, évidemment, nous donne des clés pour lire le présent. Le ministère d'État accueille cette exposition jusqu'au 31 janvier 2025. Le chapitre sportif et du football pour commencer. L'AS Monaco FC va poursuivre sa campagne européenne après sa défaite en championnat face à Angers ce week-end. Les hommes d'Adi Hutter sont arrivés aujourd'hui en Italie où ils affronteront demain Bologne à 21 h pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Invaincus dans cette compétition, les Monégasques tenteront de conserver cette invincibilité face à des Italiens qui n'ont pas encore trouvé le chemin du succès, mais qui restent sur une série de 2 victoires en championnat. Je vous propose d'écouter cet extrait de la conférence qui s'est tenue en fin de journée au Stadio Renato Dalla. Le coach il nous a beaucoup parlé, il nous a motivés de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Le match de demain, on l'a bien travaillé, même si on n'a pas eu assez de temps pour le préparer, mais je pense qu'avec le peu de temps qu'on a eu, il nous a fait beaucoup travailler. Et on verra ça demain comment ça va se passer. Bologne, c'est une équipe qui joue au foot, qui joue bien au foot, qui sont tactiquement, ils sont prêts. Nous aussi, on a les ressources à Monaco, on a des très bons joueurs qui débutent une bonne saison actuellement. Et je pense que demain on fera ce qu'il faut. Et des propos recueillis par notre équipe sur place, Émilie Rousseau et Thomas Deus. Les derniers résultats sportifs du week-end. La Roca Team, tout d'abord, est allée battre Gravelines Dunkerque sur son parquet dimanche. Les basketteurs monégasques se sont imposés 83 à 74 et sont désormais 5e au classement. Prochain match de championnat dimanche prochain à Gaston-Médecin face à Dijon. À l'issue de ce journal, retrouvez nos experts basket Frédéric Elion et Ali Traoré pour faire le point sur les résultats actuels de la Roca Team. De la Formule 1, c'était inespéré, mais il l'a fait. Max Verstappen a remporté hier le Grand Prix du Brésil, alors qu'il n'était que 17e au départ. Derrière, sur le podium, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Charles Leclerc termine 5e et il est 3e au classement du championnat du monde des pilotes, dominé par Verstappen. Un nouveau numéro de notre chronique « Ceux qui font Monaco ». Aujourd'hui, Christina Thomas est allée réviser son code et sa conduite à l'Auto-École Georges. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous amener dans un lieu mythique de la Principauté. Vous êtes tous au moins une fois passés par là. Nous parlons de l'Auto-École Georges. C'est une auto-école mythique, oui, puisqu'elle existe depuis 1954. Donc, qui a été créée par un monsieur qui s'appelait Georges. C'est pour ça qu'elle est restée. Et nous, on a racheté cette auto-école en 2021. Et donc, on fait perdurer le nom de l'auto-école Georges du mieux qu'on peut et le plus professionnellement possible. Comment se passe une journée à l'auto-école ? Une journée à l'auto-école, c'est très varié puisqu'on peut avoir aussi bien des leçons en Twizy, des leçons en moto, des leçons en boîte automatique, des leçons en boîte manuelle, plus des cours de code. Donc vous voyez, sur la journée, on n'est pas dans la routine. Qu'est-ce que vous faites passer comme permis ? On fait et le permis monégasque et le permis français. Donc à Monaco, il y a le permis scooter, il y a le permis Twizy, il y a le permis moto, il y a le permis boîte automatique, boîte manuelle. Et en France, c'est à peu près les mêmes permis, sauf que le centre d'examen est sur Menton. Le code français, il le travaille ou chez nous ou sur Internet. Et le code monégasque, par contre, il y a une clé qui nous est fournie par le service des titres de la circulation pour leur faire travailler le code proprement dit de Monaco. Alors sur les panneaux et tout ça, c'est la même chose qu'en France, mais c'est comme si on posait les questions et les photos, comment elles sont prises. Et ça, on leur fait travailler dans la salle de code tous les soirs
et ils viennent participer gaiement au code qui n'est pas très attractif, mais on essaie de le rendre attractif justement pour qu'il l'ait plus facilement, quoi. Si les élèves sont assidus, je vais vous dire, allez, 1 mois gros maximum, ils peuvent l'avoir. Le problème qu'on a souvent à Monaco, c'est qu'on a des jeunes qui sont là que pendant les vacances, qui repartent faire leurs études à l'étranger, donc automatiquement ça peut durer un petit peu plus longtemps. Et la voiture, l'avantage à Monaco, c'est qu'il n'y a pas un nombre d'heures obligatoires comme en France. Donc nous, un élève qui se débrouille bien, en 8 heures de conduite, 10 heures de conduite, s'il est prêt, il peut passer le permis. Au contraire de la France, où il y a minimum le 20 heures obligatoire. Même si l'élève est doué, il sera obligé de prendre les 20 heures. Et puis avant de finir, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Je suppose que vous devez en avoir plusieurs. Ah, des anecdotes, non, c'est plus des élèves, des fois ils ont des réactions quand on leur dit suis la voiture devant toi, si la voiture elle rentre dans son garage, ils vont la suivre et rentrer dans le garage. Alors que c'est juste pour lui indiquer la direction. Mais oui, comme ça me vient pas, mais des anecdotes, oui, les giratoires, ça leur dérange pas, si on retenait pas le volant, si on leur dit à gauche, de partir directement à gauche, de le prendre dans le sens. Mais ça on y est habitué nous. Ça peut surprendre les gens qui viennent des fois avec nous, les parents, ils sont surpris des réactions des élèves. Mais oui, on passe du bon temps quand même, tout en travaillant, mais c'est vrai que des fois les élèves sont surprenants de toute façon. Alors si vous aussi, vous souhaitez passer votre permis, que ce soit de scooter, de Twizy ou de voiture, il vous suffit de vous rendre ici à l'auto-école Georges. Les moniteurs vous accueillent dès 8 h du matin et ce jusqu'à 20 h. Alors à très vite sur la route. Cette information pratique, à l'occasion de la fête nationale, la mairie propose une nouvelle fois plusieurs spectacles. Il y aura un concert de Nicoletta le 18 novembre à 21 h et un concert de Liane Folly le 19 novembre à 18 h, ainsi que des activités ludiques et des jeux gonflables le 13 novembre après-midi. La distribution des invitations débute ce mardi 5 novembre pour les personnes de nationalité monégasque, leurs conjoints et leurs enfants. Et cela s'élargira aux résidents mercredi 6 et jeudi 7. Retrait des places à l'espace Léo Ferré de 11 h à 18 h et à la mairie de 9 h à 16 h. Après un beau week-end ensoleillé et un début de semaine qui l'est tout autant, est-ce que cette tendance va durer? La réponse tout de suite avec vous, Alban Gingembre, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est un ciel légèrement plus voilé qui nous attend demain en principauté, mais rien de bien méchant puisque le soleil brillera toute la journée. Côté température, on perd 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Le thermomètre affichera 14 degrés le matin et 19 degrés l'après-midi. Et en ce mardi du 5 novembre, nous fêterons les Sylvies. Merci Alban, ce journal touche à sa fin. Nous nous quittons en images avec les photos de Manuel Vitali qui a suivi aujourd'hui le championnat du monde de sushi. C'était au Niwaki et nous y reviendrons dans notre journal demain. Rendez-vous à 19 h pour une nouvelle édition. Très belle soirée à vous.